Le président de la République du Bénin à Ouagadougou, Thomas Yayi Boni, est arrivé ce matin même dans la capitale burkinabé pour présenter ses condoléances au nom de toute la sous-région à la nation burkinabé victime d'une attaque terroriste vendredi dernier. Nous l'entendrons dans ce journal. Et puis l'attaque terroriste du vendredi au Burkina Faso a ému la nation tout entière. La voix du peuple s'élève à travers le pays pour condamner cette ignominie. À ces actes barbares s'ajoute l'enlèvement d'un couple d'Australiens à Djibo. Le couple d'octogénaires, un médecin et son épouse, au service des malades et des plus vulnérables, est installé depuis 45 ans à Djibo. Des précisions sur le déroulement de l'enlèvement dans ce journal. Voilà, ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Le président béninois est arrivé ce matin donc dans la capitale burkinabé. Thomas Boni Yayi est venu en sa qualité de personne ressource choisie dans le cadre de la gestion de la transition burkinabé, exprimer la compassion de toute la sous-région au peuple frère du Burkina Faso, victime d'attaques terroristes. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport donc par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Chers amis, je ne vais pas me passer peut-être de vous transmettre à mon cher frère et ami, le président Roch de la République sœur du Burkina Faso, qui d'ailleurs vient d'être investi après cette brillante élection. Et aussi toute notre gratitude à tout le peuple burkinabé qui venait de sortir, disons, de cette période de transition. Et ce n'était pas évident, mais le peuple a réussi cette période avec brio. Donc avec un gouvernement de compétences qui s'est mis au travail. Et puis voilà, cet événement, j'allais dire cette violence terroriste qui vient attaquer tout ce peuple en quête de paix et de prospérité. Vous comprenez très bien que le Burkina est un pays incontournable au sein de notre sous-région, que ce soit au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, au niveau de notre Union africaine et pourquoi pas dans le monde. Donc je suis venu au nom de mes chers collègues, au nom de tous nos peuples, en ma qualité de cette personne ressource qui avait été choisie à un moment donné de l'histoire du Burkina dans le cadre de la gestion de la transition et de venir carrément transmettre cette solidarité de tous nos peuples, de toute la sous-région au président, notre cher ami et frère qui aujourd'hui a pris les rênes, disons, dans la gestion des affaires du Burkina Faso et lui transmettre des encouragements. Nous sommes de cœur avec lui, avec son gouvernement et le peuple burkinabé. Et de toute façon, après les événements de Bamako et ceux maintenant de Burkina, écoutez, tout le monde a pris conscience, une fois de plus, sur la nécessité d'agir. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous devons, je crois qu'au niveau national, le peuple burkinabé est déjà connu par son courage, comment mutualiser les efforts à l'intérieur de ce pays. Voilà, les propos du président Thomas Boni Yayi sont recueillis par Alidou Badini et Draman Guéné. Et puis nous allons dans le Soum où le docteur Kenneth Elliott et son épouse Jocelyne, bien connus dans la région donc pour leurs actions humanitaires au profit des populations, sont les victimes depuis samedi matin. Donc, ils sont entre les mains de djihadistes. L'enlèvement du couple d'octogénaires d'origine
australienne au petit matin du samedi a laissé les habitants de Djibo sous le choc. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Djibo nous fait ici le récit de l'enlèvement de ce couple. Les constatations d'usage qui ont été faites après son enlèvement ont donné de voir certaines traces sur les lieux, notamment certains biens. Il semblerait qu'il avait des habitudes avant d'aller travailler. Il se lève tôt, il prend son petit déjeuner avant d'aller à son service. Et en général, c'est aux environs de 4 heures du matin. Voilà, ce qui nous a fait dire que l'enlèvement aurait eu lieu vers les 4 heures. Et également, ce qui nous a fait dire que c'est vers 16 heures aussi, c'est qu'il nous a été donné de constater également que tout ce qu'il fallait pour prendre le petit déjeuner était déjà prêt. Voilà. Aussi, il a été donné de constater une torche qui a été décapitée entre guillemets. Voilà. Ça témoigne quand même qu'il y a eu une certaine lutte, une certaine résistance. Aussi, il a été donné de constater des traces. Voilà. Lorsqu'on veut obliger quelqu'un à vous suivre et lorsque cette personne a manifesté une certaine résistance, il y a des traces. Voilà, les gens peut-être traîner des pieds, des trucs comme ça. On a pu constater ça également. Et autre chose aussi à ajouter, c'est que il a été donné de constater également sa paire de lunettes, aussi une chaussure de femme. Mais là, à côté du grillage qui constitue la clôture. Donc ça veut dire que lorsque le couple a été enlevé, on a dû les faire passer par-dessus la clôture, notamment le grillage. Et juste après ça, on a pu constater également des traces de véhicules 4x4. Donc ça veut dire qu'il y avait certainement un véhicule qui attendait juste derrière. Lorsque l'enlèvement serait effectif, on devrait le conduire par là-bas. Ensuite, prendre une destination quelconque avec eux. Et c'est ce qui a été fait. Voilà en gros un peu ce qui est de l'enlèvement du couple Elliott. Voilà le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Djibo, Prosper Zerbo, s'exprimait au micro de Yamba Nakulma et Bernard Diasso. Le couple australien installé à Djibo depuis 1972 était au service des malades et des plus vulnérables. Médecin de son état, Arthur Kenneth Elliott et son épouse étaient considérés comme des modèles humanitaires dans la région. Leur enlèvement ne s'explique pas à Djibo, suivant quelques réactions des populations de la ville. Vraiment, c'est une grande perte même vraiment pour le pays. Parce que si on connaît la valeur du type même, vraiment c'est pas chouine. Et quand par exemple on trouve tous ces malades là aujourd'hui, on vient prendre le docteur et on laisse tous ces malades là posés là-bas. Vraiment c'est qu'on sait que ces gens là, s'ils disent que ce sont des islamistes, ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu n'auront pas ce comportement. J'ai connu le docteur Elliott en 1971. Vraiment, on connaît Elliott très bien. C'est un bon docteur. Parce que depuis hier, on a appris qu'il a été capturé par des imbéciles. Vraiment, toute la province est mécontente. Parce que moi, hier nuit, vraiment, je n'ai même pas mangé. Et si jamais tu acceptes ces consignes, il vient, il peut s'asseoir, causer avec toi. Et il comprend correctement le fulfulde. Et d'autres langues encore que je ne connais. Mais le fulfulde, en tout cas, il cause correctement avec les malades. Quel que soit ton mal, il peut te renvoyer même avec tes raccords, tes nyamana, vas-y. Tu es venu pour chercher la santé. Je t'ai dit, fais cela. Tu as refusé. Tu veux mourir. Va mourir. C'est ce que moi je connais d'Elliott. Moi, personnellement, c'est hier que j'ai appris qu'il a... Nous n'avons pas un jour qu'on a moins de 40 à 42 pour le docteur. Et moi, je reçois plus de 50 par jour. Aujourd'hui, je ne suis pas content de sa disparition parce qu'il a beaucoup sauvé les parents. Vraiment, c'est de ça. Et après lui, vraiment, je me demande qu'est-ce que va devenir notre hôpital.
Voilà des propos recueillis par Yamba Nakuluma et Bernard Diassou. Le maréchal des logis chef MDL chef Alain Kaboré de la brigade territoriale de la gendarmerie de Tinakov, victime de l'attaque du vendredi dernier à Inabao, a été inhumé dimanche dernier à Douri. Le sous-officier de la gendarmerie a été enterré au cimetière militaire de Douri. Il avait 32 ans. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins. Reportage Alexis Ouedraogo et Joseph Bambara. Ils sont sortis nombreux pour rendre un dernier hommage. Qui a un collègue, qui a un frère d'âme, qui a un parent proche, qui encore a ce valeureux soldat tombé sous le champ d'honneur. Ils étaient tous là, en cet après-midi de dimanche. D'abord à la morgue de Douri, puis au cimetière militaire de Douri pour dire adieu au maréchal des logis-chefs, Alain Kaboré, tombé sous les balles assassines de plusieurs assaillants en cette journée noire du 15 janvier 2016. Sous-officier dynamique et dévoué, montre des signes de bon enquêteur, disponible et sociable. Il se distingue par sa manière de servir. MDL chef Kaboré Alain repose en paix et que la terre libre du Burkina te soit légère. Si ses frères d'âme ont perdu un collègue consciencieux, dévoué et loyal, la famille, elle, reste inconsolable de la perte de ce fils, mort trop tôt, trop jeune, à l'âge de 32 ans. C'est une grande tristesse pour nous et de voir vraiment notre frère partir au fait de l'âge, parce que vraiment c'était un jeune vraiment dynamique, un jeune vraiment qui s'est battu. Ce natif de Kamsongé, à Koupela, laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins inconsolables. Voilà, et puis les réactions qui fusent de partout suite aux attentats sur l'avenue Kwame Nkrumah, des réactions qui nous proviennent de Bobo Dioulasso, où les populations ne cachent pas leur peur et se voient obligées d'adopter une nouvelle façon de vivre. Elles souhaitent surtout que ces djihadistes ne puissent plus agir au Burkina Faso. Écoutons quelques personnes interrogées dans la ville de Sia. Bobo Dioulasso, c'est dimanche 17 janvier, 48 heures après les attaques djihadistes de Ouagadougou. Ici, dans la capitale économique du pays, les avis des populations restent partagés entre la colère et l'inquiétude. La nuit vers les 23h, moins dans notre quartier là, chacun court au hasard. Bon, c'est pas ça. Après, il y aura quoi? On a trop peur, parce qu'on ne veut pas qu'ils rentrent dans notre pays, à Bobo aussi. Maintenant, tout le monde veut rentrer tôt à la maison. 22h, tout le monde est chez lui. Se promener au hasard, on évite ça dans ces 2 jours-là. Parce que les gladys là sont là, donc il faut qu'on évite tout. Dans cet hôtel, l'un des plus importants de la ville de Bobo Dioulasso, des dispositions sont prises pour éviter les drames qu'a connu Splendide Hôtel de Ouagadougou. On a changé de comportement, bien sûr. Bon, on a mis des caméras de sécurité. Et bon, on va exiger à ce que nos clients qui viennent maintenant, les bagages soient fouillés. Et les clients eux-mêmes soient fouillés. Pas que quelqu'un rentre avec ses bagages, laisser ça dans les chambres, alors que bon, dedans, il y a un attirail assez important qui va servir à ravitailler quelques autres clients qui vont venir. Prudence, vigilance, c'est aussi le sentiment de beaucoup d'habitants de Bobo Dioulasso. Des habitants qui, avec une certaine peur au ventre, ont quelque peu changé leur manière de vivre. Avant, je rentrais tard un peu, vers minuit, 1h du matin, 2h du matin. Maintenant, à 19h, à 20h30, je serai à la maison parce que c'est ma vie. Bon, on ne peut pas arrêter d'aller dans ces lieux, mais maintenant, c'est là, en tout cas, on ne peut pas faire comme on faisait avant. On doit être chaque fois regardant, quoi. Solidaire des Ouagalais pour les habitants de Bobo Dioulasso, le vœu est que les djihadistes ne puissent plus agir au Burkina. Voilà un reportage de Idrissa Ouarga et Moussa Sanou. Les quotidiens reprennent en cœur les attaques terroristes au Burkina Faso. Les parutions de ce jour publient la liste des 22 victimes identifiées et tentent de comprendre cette horreur. La revue de presse est signée Touboum Evelyne Dabiri. L'attentat terroriste du vendredi 15 a fait la une de vos journaux. Le quotidien revient en images sur les différents moments de terreur sur Kwame Nkrumah. Une attaque terroriste qui a fait 29 victimes
et Sidoaya, comme d'autres journaux, présente la liste des 22 victimes identifiées. Une des personnes la plus durement frappée par ce drame selon Aujourd'hui au Faso est sans doute Gaëtan Samatonema, propriétaire du café Cappuccino qui perd sa femme, son fils, sa belle-sœur et sa belle-mère. Un carnage face auquel la réaction des musulmans du Burkina ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué que relaie Aujourd'hui au Faso, le président de la Fédération des associations islamiques du Burkina écrit « Ces attaques perpétrées sont contraires à toutes les valeurs religieuses, humaines et contre toutes les civilisations et le bon sens. Mais des questions subsistent. Pourquoi le Burkina a-t-il été si durement frappé à son tour et pourquoi maintenant interroge le pays ?» Ce quotidien tente une esquisse de réponse. Le Burkina abrite sur son sol des dispositifs occidentaux entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-sahérien. Pour notre temps, cette attaque était prévisible car Blaise Compaoré avait un pacte tacite de non-agression avec ses hommes bleus que son départ du pouvoir a rendu caduque. Puis bordé de noir, ce quotidien, tout comme le pays, rappelle le deuil national de 72 heures décrété par le gouvernement. Mais comment faire barrage à ces djihadistes? Après analyse, notre temps conclut, il faut revoir le département de la sécurité et le doter de moyens conséquents. Il y va de notre survie. Et les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso qui reçoivent un lot de matériel informatique de la part du Japon. C'est une contribution au renforcement des capacités de prévention et de gestion des crises dans le respect des droits de l'homme. Le matériel ainsi remis s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de consolidation de l'état de droit et de l'accès des pauvres à la justice. Issa Kafando, Nathalie Savadogo-Nabaloum. Du matériel informatique et des outils didactiques d'une valeur d'environ 42 millions de francs CFA pour les écoles de forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Le geste est de l'ambassade du Japon à travers le PNUD. Le pays du soleil levant entend contribuer au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Au-delà de ce que ça peut apporter comme facilité au niveau de l'intervention dans nos écoles, dont les besoins sont énormes, on l'a dit, en termes de matériel, disponibilité pour encadrer des effectifs qui sont très nombreux. Ça permet de régler les questions de droits humains. Ce don entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la consolidation de l'état de droit et à l'accès des pauvres à la justice. Le Japon considère que la consolidation de l'état de droit et le respect des droits de l'homme et l'amélioration des accès des pauvres à la justice constituent des piliers essentiels de la bonne gouvernance politico-démocratique et contribuent à la prévention des conflits. Les bénéficiaires sont l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts, de la garde de sécurité pénitentiaire, de la douane, de l'Académie militaire Georges Namoiano et de l'École militaire technique de Ouagadougou. Voilà, toute autre chose dans ce journal avec l'Institut Free Afrique qui interpelle les décideurs politiques sur les priorités à clarifier en vue de travailler sur des politiques économiques à long terme qui seraient bénéfiques pour tout le Burkina Faso. C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée vendredi dernier par cette structure, le compte-rendu de Nongba Kouda et Tobom Evelyne Dabiri. Prioriser les solutions à long terme pour le développement économique du Burkina, c'est la solution proposée par l'Institut Free Afrique dans son étude titrée « Consolider les réformes, engager le pays dans le long terme ». Et c'est face à la presse que l'Institut a exposé les forces, les faiblesses et les potentialités de l'économie burkinabé, de même que les conditions de développement de cette économie. Et pour cette structure, la politique prioritaire pour le Burkina devrait être ceci. Il faut rompre avec les politiques improvisées dans notre pays et les politiques d'urgence. C'est ce qu'on a indiqué. Depuis Blaise Compaoré, bien souvent, les finances publiques sont ballottées dans l'urgence du court terme. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi en septembre 2013, on pense que ce soit nécessaire de claquer 64 milliards
Des dépenses dont on ne sait pas l'efficacité. En mars 2014, c'était 117 milliards dans des dépenses dont on sait que c'était des dépenses largement inefficaces. Le programme socio-économique d'urgence de la transition, c'est une très mauvaise chose pour nous parce que c'est toujours l'urgence économique. Il faut qu'on sorte de cette situation et qu'on s'inscrive dans le long terme. Un pays qui n'arrive pas à se projeter dans le long terme pour traiter durablement les problèmes n'est pas un pays qui est en train de se développer. Cette conférence, qui avait pour but de présenter à la PES les possibilités de développement du Burkina, a aussi mis l'accent sur les problèmes de développement économique du pays, qui seraient surtout d'ordre structurel. Voilà qui met fin aux informations de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 13h15. À demain donc.